Soyez les bienvenus dans ce décryptage de l'économie africaine. Aujourd'hui, nous parlons de développement et d'infrastructures portés par une croissance de plus en plus vigoureuse et par des besoins toujours aussi importants. Le secteur du BTP repart de plus belle sur le continent. Ouverture du chantier du stade olympique de Diamniadio au Sénégal, chantier du barrage de Natigal au Cameroun, construction et rénovation de stades en Côte d'Ivoire ou encore la construction du River Estate à Nairobi. Le continent africain semble en travaux un peu partout. Qu'est-ce qui explique cet engouement sur le continent et surtout comment les acteurs locaux du BTP s'organisent? On en parle dans ce numéro spécial de votre magazine Éco-Débat. Soyez encore les bienvenus et avec nous ici en studio pour décrypter cette actualité. Nous sommes avec Madame Noël Oulé. Vous êtes chef d'entreprise, expert du BTP. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci de nous avoir invités. Et avec vous ici en studio, Madame Sopou Paul Ginette, épouse Seka. Vous êtes aussi expert en BTP, vous êtes chef d'entreprise. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, le remerciement. Merci. Alors, mesdames, d'entre-deux jeux, on observe un peu que depuis 2018, il y a un certain boom qui est constaté au niveau des grands chantiers en Afrique, ces travaux un peu partout. Qu'est-ce qui explique ou qu'est-ce qui peut expliquer cet engouement ou cette évolution forte au niveau des BTP en Afrique ces dernières années? C'est le besoin de logement. C'est le besoin de logement qui a été occasionné par les différentes crises que nous avons connues, en particulier en Côte d'Ivoire. Donc, quand un pays finit d'être secoué par une crise quelconque, et pire, une crise sociopolitique et militaro, il faut reconstruire le pays, que ce soit sur le plan d'infrastructure ou sur le plan individuel, avec des privés, il faut reconstruire le pays. Et aujourd'hui, la démographie étant croissante, fait que nous avons besoin de nouveaux logements adaptés à notre nouveau mode de vie. Alors, nouveau logement, mais on a aussi vu un peu ces derniers temps, je mets les pieds dans le plat, on a vu un peu une augmentation des intrants, je vais les appeler ainsi, les matériaux que vous utilisez dans la construction. Tout ça, ça n'a pas du tout freiné quand même l'évolution. Je veux dire, la demande est si forte que ça. Oui, vous avez besoin de construire. Quel que soit le prix qu'on vous fixera, vous êtes obligé d'adapter à la réalité. Et c'est ce qui provoque aussi l'augmentation des logements. Parce que lorsque le matériel augmente, les logements aussi augmentent. Les logements augmentent et on a vu un peu les États qui essayaient d'initier des programmes de logements sociaux. Ces programmes sont initiés un peu partout, mais on voit qu'il se développent aussi ces types de constructions qu'on appelle les constructions intermédiaires ou de classe supérieure. Pendant qu'on dit les temps sont durs, on voit se développer plus ces styles de logement. Est-ce que vraiment les temps sont durs? Oui, vous savez, il y a des catégories de classes. Les classes sont dures pour ceux les personnes les plus démunies, c'est toujours dur pour ces personnes. Mais celles qui sont à la classe supérieure, toujours, il n'y a pas de problème, ils bénéficient toujours des retombées de l'État. Celui qui est, par exemple, dans mon village, il sera toujours en train de pleurer. Il ne bénéficiera pas de ses avantages. Et vous partagez ce même avis? Effectivement, nous avons différentes classes sociales. Vous constatez que les standings, comme vous voulez le dire, les moyens standing fleurissent au niveau de ce domaine-là, effectivement. Mais un homme qui travaille, il faut bien qu'il ait un toit. Et c'est pour ça que les gens y travaillent aujourd'hui pour se mettre à l'abri. Donc les logements sociaux, si on veut se prononcer, pour moi c'est un fiasco parce que le délai qui avait été imparti par le gouvernement est fort clos. Donc les gens maintenant se ruent vers eux-mêmes leurs capacités, leurs possibilités à s'octroyer un toit, une demeure. Donc ce secteur est florissant, le domaine vraiment est en progression et les jeunes cadres qui commencent à travailler aujourd'hui ont accès à des prêts que les banques peuvent leur octroyer parce qu'ils ont une garantie qui est leur emploi. Donc, ça fait que le domaine aujourd'hui où tout le monde investit est florissant. Alors, mais on dit d'un côté les logements sociaux, c'est un peu un échec. Mais je dis, est-ce
par manque de compétences, par manque de moyens? Qu'est-ce qui a freiné cet élan? Qu'est-ce qui peut expliquer le frein à cet élan de logement social? Moi, je voyais le bug, je voyais le blackout dans le domaine des logements sociaux. L'État avait pris une très belle initiative, ça c'est à louer, j'avais même félicité cela. Mais il se trouvait que la procédure, le management de ce concept-là n'a pas été suivi. Ça n'a pas été suivi parce que les gens se sont rouillés vers un nouveau concept dont on appelle au niveau des banques, l'expression m'échappe un peu. Non, le crédit bail c'était la solution, mais ils appellent ça compte séquestre. Voilà. Le concept de compte séquestre, c'était devenu comme un concept. Dès que tu veux construire une maison, on te dit qu'il faut faire compte séquestre. Mais avec quel argent nous allons construire? Donc c'est ce système-là qui a mis le plomb dans l'aile des logements sociaux, pour mon avis. C'est un peu ce qui a freiné, c'est ce qui a dénaturé un peu le concept qui pouvait permettre à chaque Ivoirien quand même d'avoir un toit. À chaque Ivoirien d'avoir un toit, mais quand on parle aussi de BTP, ce n'est pas que les logements sociaux. Il y a les grands chantiers, les grandes infrastructures. Alors, généralement, quand on regarde, on voit que ce sont de grands groupes internationaux qui viennent dans nos pays, au Sénégal, en Côte d'Ivoire et autres, et qui ont ces grands marchés-là. Est-ce à dire qu'au niveau local, la compétence n'est pas encore prête? Les acteurs locaux ne sont pas encore prêts à attaquer les grands chantiers? En Côte d'Ivoire, il faut dire que les gens ont tendance à privilégier les entreprises qui viennent de l'extérieur. De l'extérieur. Ils se disent que les Ivoiriens n'ont pas cette capacité. Or, c'est une erreur. Il faut privilégier d'abord les entrepreneurs de ton pays. Il faut les valoriser et leur donner les moyens, la possibilité de montrer ce qu'ils savent faire. Mais on a l'impression que les gens n'ont pas confiance à leurs propres frères entrepreneurs. Donc, ils vont chercher l'idéal. Mais vous allez voir même ici, vous allez dans les supermarchés, les gens préfèrent acheter des produits qui viennent d'ailleurs. Ils se disent que c'est le meilleur, alors que vous avez le meilleur chez vous, en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas une question de culture alors, de la population? Nous avons été addictés par ce qui vient de l'extérieur. Nous n'avons pas pris le temps de nous adapter à nous-mêmes, notre propre création, à nous faire confiance. Il y a un président dans le temps qui disait « consommer ivoirien ». Moi, je pense que ça faisait partie de cette formule de consommer ivoirien. Consommer ivoirien, c'est-à-dire consommer la main-d'œuvre ivoirienne, consommer les compétences ivoiriennes, consommer les aliments ivoiriens. C'était une variété qui englobait cette expression. Aujourd'hui, on voit que l'État, à chaque action dans le marché, fait appel à des compétences extérieures. Donc, c'est une concurrence que nous ne maîtrisons pas. Ça fait que nous qui avons la volonté de pouvoir présenter ce de quoi nous sommes capables, nous n'arrivons pas à éclore. Pourquoi? Parce que tous les marchés sont donnés, non seulement qui devaient être donnés de gré à gré par des personnes de copinage ou par d'autres entreprises qui donnent de l'argent. Il faut que je le dise, qui donnent de l'argent. Donc, la corruption faisant, ils peuvent être compétitifs que nous. Donc, il n'y a pas de transparence sur ce marché-là et nous déplorons cet état de fait. Mais au-delà de cela, quand ces grandes entreprises viennent, il y a quand même une politique qui est mise en place pour permettre aux acteurs locaux de participer à ce projet. Je dis, à côté de ces grandes entreprises, on permet quand même à des entreprises locales de venir apprendre auprès d'elles. Ça, c'est une vue de loin. En principe, c'est ce qui doit être fait. Et c'est sur ça que nous comptons. Mais plus on approche de la réalité, les critères de sélection sont tout de suite et font éjecter les entreprises locaux. On ne peut pas vous dire de venir soumissionner à un marché et on vous demande 50 ans d'expérience. On ne peut pas le faire. Tout de suite, même si vous avez toutes les compétences, même si vous avez étudié à l'étranger, vous n'avez pas 50 ans d'expérience. Vous n'avez pas plus de 10 ans d'expérience. On vous demande des conditions. Ouais. Aucune banque ne vous accompagne. Et eux, ils ont toutes les garanties avec eux. Et on vous sort du marché. Donc, tout ce qu'on a comme grand marché, grands travaux qu'on voit, c'est une privatisation. C'est une privatisation qui ne dit pas son nom. Donc, nous, on voudrait bien dire que c'est nous qui avons réalisé telle infrastructure dans l'avenir. Mais on ne peut pas. Il faut même qu'on arrive à chercher à soumissionner pour un
une sous-traitance. Et même là encore, c'est compliqué. Donc voilà un peu les réalités qui sont liées à notre domaine, à notre secteur d'activité. L'État a privatisé tout avec un groupe d'investisseurs internationaux qui, eux, ont les moyens, qui payent toutes les conditions, qui remplissent toutes les conditions et qui ont les gré à gré avec des marchés qui n'ont pas lieu d'avoir gré à gré. Vous pouvez imaginer qu'on puisse donner un marché à coût de milliards en gré à gré. Non, parce que le stade, on n'a pas vu comment ça s'est passé. Je vais aller un peu plus loin pour le stade qui vient d'être rejeté. Nous n'avons pas vu comment le marché a été octroyé. Bon, aujourd'hui, on sait quelle entreprise a fait et qu'est-ce qui se passe. Or, nous avons des compétences ici qui pouvaient piloter ce marché-là et tenir ça pour que le marché soit livré dans le temps et que le stade soit vraiment exploitable comme il se devait, selon les cahiers de charges. Alors tout à l'heure, au niveau des sous-traitances, vous parlez de capital. On demande un capital assez élevé au niveau des... Oui, par exemple, si vous êtes une jeune entreprise et que vous voulez solutionner, on vous demande un certain montant comme capital. Si vous n'en avez pas, vous ne pouvez pas parce qu'il faut de grands moyens. Et si vous n'avez pas les banques ne vous accompagnent pas, c'est difficile que vous puissiez faire des ponts, les ouvertures de bois, le forage, tout ça, c'est difficile. Or, il faut que les banques, il faut que l'État même accompagne les entrepreneurs ivoiriens. Alors justement, dans ce sens d'accompagnement, on parle de créer des champions locaux, des champions nationaux depuis quelques années. Au niveau du BTP, qu'est-ce que vous aurez souhaité? Comment arriver à créer des champions nationaux au niveau du BTP qui puissent s'exporter en Afrique? D'abord, il faut former les entrepreneurs qui sortent, il faut les encadrer. Il faut les encadrer, il ne faut pas tenir compte d'une quelconque relation personnelle entre l'entrepreneur et vous. Et il faut laisser ces entrepreneurs travailler librement. Parce que ici, c'est-à-dire que vous soupçonnez et il y a quelqu'un qui va venir dire, bon, pour que tu aies ça, il faut que tu donnes tant. Si tu donnes ça, je te donne le marché. Mais il ne pense pas déjà qu'en enlevant ce montant qu'il va te donner, il ne pourra plus faire le travail proprement. Parce que cet argent ne va plus lui permettre de travailler jusqu'à la fin. Et finalement, c'est cet entrepreneur qui devient, qui est mal vu. Or, celui qui reçoit les dossiers, qui vous donne le marché, il vous exige un montant. Mais il ne calcule pas les charges que vous avez sur le terrain. Il ne calcule pas. Lui, il pense à ses intérêts personnels. Et quand c'est comme ça, c'est difficile qu'un entrepreneur évolue correctement, qu'il soit un très bon entrepreneur. Si toujours il doit avoir les pots de vin, voilà, c'est un peu difficile qu'on laisse ces entrepreneurs travailler librement, qu'on fasse des appels d'offres et que ceux qui méritent travaillent réellement. Si après, moi je finis votre marché et que le bénéfice qui me reste, c'est suffisant, ce que je peux vous donner dans mon bénéfice, ça c'est de vous à moi, mais qu'on n'impose pas un montant aux gens. Ça aussi, c'est un peu méchant. Et souvent, c'est pourquoi les femmes qui sont entrepreneurs, qui aiment tout ce qui est bon, parce que la femme, où elle se trouve, tout ce qu'elle touche, c'est bien fait, c'est propre. Donc, elle ne veut pas qu'on dise, telle femme-là travaille mal, elle veut bien travailler. Donc, quand on lui pose trop de conditions, vous allez voir que beaucoup de femmes n'évoluent pas dans ce milieu, parce qu'il y a trop de conditions. Or, l'homme, il n'a pas peur. L'homme, il s'engage dans tout. Même si je paie, il va de... C'est-à-dire que l'homme, il n'a pas peur. Or, la femme a peur de son nom, a peur de son image. Donc, quand il y a trop de conditions, la femme est obligée de se retirer. Et pourtant, aujourd'hui, en Afrique, on dit les deux mains se lavent. Si la femme dans un foyer ne fait rien, ça ne marchera pas. Alors justement, vous prenez une expression sur laquelle je vais rebondir, les deux mains qui se lavent, donc s'associer, coopérer ensemble. Mais quand vous prenez le cas, par exemple, de ces entreprises locales qui n'arrivent pas à accéder à certains marchés à cause de capital insuffisant et autres, est-ce qu'il vous est arrivé de penser à des consortiums, c'est-à-dire des entreprises locales se mettre ensemble, essayer de se développer ensemble pour attaquer des marchés face aux grands groupes internationaux qui viennent? Est-ce que cela se fait? C'est vraiment une très belle idée. Nous avons pensé à mettre les entrepreneurs ensemble. Mais vous savez, quand le marché n'est pas évident, parce qu'on a dit actuellement, le grand problème que nous rencontrons, c'est
c'est ces entreprises-là qui sont en concurrence déloyale avec nos entreprises locaux. Donc, le temps de soi-même avoir confiance entre partenaires locaux pour pouvoir faire ce consortium-là, c'est quand même long. Donc, pour le moment, on lutte pour survivre, au fait. On lutte pour survivre. Donc, avec le temps, ça va venir, mais il faut que l'État essaie de faire confiance à ces entrepreneurs locaux, de faire confiance à ces compétences qu'ils forment. Parce qu'aujourd'hui, il y a des écoles en immobilier. Avant, il n'y en avait pas. Aujourd'hui, les agréments sont en train de sortir pour donner possibilité à des formateurs d'avoir des établissements pour former des champions, comme vous venez de le dire. Aujourd'hui, nous avons des super architectes. Je vais peut-être citer le nom de Kofi et Diabaté, qui sont la fierté de la Côte d'Ivoire dans le domaine de l'immobilier. Donc, nous avons d'autres nouveaux qui viennent. Donc, il faut que l'État favorise des concours. Le ministère de l'Urbanisme s'implique, de la construction de l'urbanisme s'implique, pour faire des compétitions, pour sélectionner de nouveaux talents. Ce n'est pas au privé de le faire, il faut que l'État se mette en avant pour le faire. Et l'État aussi accompagne ces champions-là afin de pouvoir exprimer leurs talents. Nous avons tout ici. Donc la concurrence à laquelle nous sommes confrontés, qui est de donner de gros marchés à ces étrangers, qui fait que nous autres, nous sommes affaiblis et encore paupérisés, doit peut-être cesser. Et nous avons des solutions pour ça. Quelques exemples de solutions? Non, avant d'arriver à la solution, je pense que de vous à moi, une petite entreprise fait alliance avec une grosse entreprise, mais la grosse entreprise va écraser la petite entreprise. Tu seras à côté de cette entreprise comme un ouvrier. Il ne vous calculera même pas. Donc, c'est difficile qu'une petite entreprise, qu'une grosse entreprise accepte vraiment de collaborer avec une petite entreprise qui n'a pas un capital élevé. Ce n'est pas possible. Sur ce point-là, c'est clair. Donc, souvent même, quand la grosse entreprise, vous allez voir ces entreprises pour dire « je veux sous-traiter ». Ça encore, c'est un parcours de combattant. C'est un parcours de combattant. Il faut avoir des relations personnelles, il faut remplir des conditions. Souvent, mais ils vont même au-delà de l'imaginable. Voilà. Donc, en fait, je voulais préciser ça et c'est difficile parce qu'il y a trop de conditions. Finalement, même, vous ne savez même pas est-ce que vous allez pouvoir terminer le chantier qu'on vous a donné. Parce que le temps de la signature du contrat jusqu'à l'exécution du contrat, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Alors, on a aussi vu ces dernières années ou ces derniers mois avec la crise de Covid que le monde entier a connaît toujours. Est-ce que véritablement le secteur du BTP a été impacté? Comme on a vu dans beaucoup d'autres domaines, arrêt des activités. Au niveau de BTP, est-ce qu'il y a eu vraiment un ralentissement? Il y a eu un ralentissement. Cela s'est répercuté sur le coût des matériaux, parce qu'on a vu que les usines qui fabriquaient le ciment étaient en déficit de production. Donc, nous avons ressenti ça dans le domaine des BTP parce que les devis commençaient à gonfler. Donc, les chantiers qui étaient déjà entamés ont continué, mais de nouveaux chantiers sont en attente actuellement. Donc, la Covid a vraiment impacté négativement et affaibli l'économie dans ce secteur-là. Mais comme il faut continuer à travailler, nous pensons maintenant la vie après Covid. Voilà, nous pensons maintenant le BTP après Covid. Donc, c'est sur ça que nous sommes en train de travailler. Sinon, cette pandémie-là a vraiment affaibli toute l'économie et pas épargné le domaine des BTP. Le BTP après Covid, est-ce que pendant cette crise de Covid, vous aviez des chantiers? Et je dis n'importe quoi, la crise a fait que vous étiez obligé de voir vos prix à la hausse, ce qui a freiné vos travaux? Moi, personnellement, j'ai dû arrêter. Parce que quand on vous donne le devis que vous avez fait pour avoir ce marché, avec l'augmentation des matériaux, vous ne pouvez plus continuer. Donc, vous attendez, vous priez pour que les choses changent, pour que vous puissiez terminer ce travail. Parce que si vous avez fait un devis et que vous poursuivez un truc de
un montant quelconque et qu'arriver là-bas, ça change. C'est-à-dire que vous vous endettez au lieu de plutôt travailler pour survivre. Vous allez plus de dette en dette. Donc moi, j'ai dû suspendre d'abord pour voir jusqu'à où la Covid va nous amener. Si nous survivons tous. Oui. Si nous survivons, et nous allons survivre par la grâce de Dieu. Mais aussi pendant cette crise de Covid, on a vu se développer quand même un certain concept ou une certaine réalité, la digitalisation, la numérisation. Est-ce que cela se ressent, cela a impacté le secteur des BTP, le digital? Le digital mal maîtrisé, oui. Mais le digital dans son entièreté, je dirais que c'était la solution que nous attendons. Donc aujourd'hui, nous avons un guichet unique, mais nous voudrons que ce guichet unique soit décentralisé. Aujourd'hui, on nous a annoncé la possibilité d'avoir un ACD en 3 mois. C'est un rêve qu'ils nous ont vendu. C'est de l'utopie. Les clients même sont en rogne parce que ce qu'on dit et ce qui est fait n'est pas est carrément différent. Donc la digitalisation dans ce domaine est la bienvenue, mais nous invitons les acteurs à plus de responsabilité, à plus de sérieux et à respecter les engagements par rapport aux délais qu'ils ont fixés. Parce que quand ils nous disent qu'on peut avoir un ACD en 3 mois et que nous rassurons nos clients et que ce n'est pas fait par derrière, nous sommes mal vus. Donc cette digitalisation doit être appliquée et partout, à tous les niveaux. C'est-à-dire, quand je parlais de décentralisation, il faudrait que nous ayons un guichet unique au niveau des grandes régions, au niveau des départements, au niveau des communes. Il ne faudrait pas que ce soit centralisé au niveau d'Abidjan. Parce que quand vous déposez un dossier à, je dis n'importe quoi, à Bois-Flé par exemple, il faut que ce soit acheminé à Abidjan pour être traité avant de retourner à Bois-Flé. Vous voyez ce que ça fait. Donc si ça doit être appliqué comme ça ne sert à rien de dire que nous sommes en train de digitaliser ce secteur. Parce que nous, pour nous, la digitalisation, vous-même, vous avez la possibilité de rentrer dans un portail, rentrer les données que vous avez. Et cette centralisation-là va vous référer un code qui fera que vous pouvez suivre votre dossier et attendre. Que de venir faire la queue et puis après retourner en rond, faire des tours à ne point en finir. Sinon, c'est une solution qui, si elle est bien maîtrisée, elle va régler beaucoup de problèmes parce que nous avons une cartographie, nous avons tous les plans qui sont déjà dans la base de données du ministère, donc qui peuvent déjà servir. Donc il faut qu'on l'exploite maintenant. Il faut exploiter cette base de données. Alors je reviens vers vous, mais cette fois-ci pour parler un peu d'écologie et d'environnement. Ça aussi, c'est un thème qui revient assez souvent. Est-ce que dans cette nouvelle dynamique, dans cette nouvelle évolution, vous intégrez ces notions d'écologie et d'environnement dans vos constructions, dans vos chantiers? Oui, mais il faut que l'État aussi accompagne les entrepreneurs. Parce que, je vais prendre un exemple simple. Abidjan, actuellement, l'État déguerpit les populations sur des sites inappropriés. Mais l'État n'accompagne pas ces personnes à être logées. Donc, quand ces personnes vont sur dans d'autres quartiers, l'espace vide qu'ils trouvent, ils s'installent. Vous laissez ces personnes s'installer. Je ne sais pas, plusieurs années après, vous allez revenir encore parce que quand il n'aura pas de... le quartier ne sera pas aéré bien, il va y avoir inondation encore. Et vous allez revenir déguerpir ces gens-là. Donc nous n'allons pas aller, et puis ça sera... Or, quand un quartier est bien organisé, propre, moi je pense que chacun saura... Moi je prends un quartier, bon, sans vraiment citer, où dans le plan réel, il y avait jardin, il y avait l'espace pour l'école, pour l'hôpital, mais aujourd'hui, il n'y en a plus. Un autre plan sort, on dit non, ce plan-là, ça c'était pour vous qui étiez venus avant, mais l'autre plan qui sort. Donc, si vous confiez votre construction à un entrepreneur, c'est le terrain que vous lui présentez qu'il va utiliser. Il ne fera pas de magie. C'est ce que vous donnez à l'entrepreneur que l'entrepreneur arrange et il vous donne.
Donc, si vous lui donnez un terrain, alors que vous savez que où vous êtes en train de donner à cet entrepreneur, ce n'est pas un bon terrain, lui, il n'ira pas lutter pour vous. Lui, il fait son travail et puis il avance. Donc, le problème d'environnement, l'État doit jouer un rôle vraiment important dedans. Un rôle important de régulateur. Oui. Alors, mesdames, si on devrait donner un mot ou des perspectives, voilà, c'est le terme que je cherche, des perspectives pour le BTP en Afrique et plus particulièrement en Côte d'Ivoire, quelles seraient ces perspectives-là, à moyen terme d'abord? À moyen terme, comme vous avez eu à le dire dans votre première préoccupation, c'est d'intégrer les nouvelles technologies et pratiquer l'économie verte. Voilà, l'énergie verte intégrée dans tout ce que nous faisons au niveau du BTP. Aujourd'hui, nous avons une promotion qui va démarrer très prochainement. Et dans cette promotion, nous allons produire de l'électricité à base des plantes. Voilà, à base de plantes de manioc. Ça, c'est notre projet à court terme. Quand on parle de perspective, il faudrait que l'État puisse permettre à ces entrepreneurs d'être à égalité avec d'autres promoteurs à qui ils ont donné des agréments pour pouvoir compétir. Il faut qu'ils essaient de desserrer un peu parce que je vois bien que les promoteurs pour toute la Côte d'Ivoire, nous sommes à 57 promoteurs. Donc, cette perspective-là ne pourra pas être accompagnée si on maintient ce nombre-là qui est très très faible pour tous les besoins que nous avons à traiter. Donc, c'est ce que je pouvais dire pour les perspectives. Il faudrait que l'État essaie de jouer vraiment le cadre de régulateur pour mettre au même niveau tous les demandeurs d'agréments pour pouvoir compétir. Il faut faciliter aux entrepreneurs d'avoir accès à des papiers dont ils ont besoin. Parce que si vous rendez difficile l'accès à vos bureaux, les entrepreneurs vont mettre du temps à réaliser le travail. Et puis, nous avons des écoles ici. L'État affecte nos enfants dans ces écoles pour la formation de tout ce qui est construction et autres. Moi, je souhaite que l'État fasse confiance à ces enfants-là pour que ces enfants montrent de quoi ils sont capables. Parce que si nous avons un entrepreneur, si nous avons un architecte et qu'on le laisse, on va prendre un architecte européen ou je ne sais où, ton frère qui a fréquenté dans ton école, dans l'école de son pays, ne bénéficiera pas il sera malheureux. Or, il est plus compétent même que celui qui est venu. Parce qu'on a vu des Ivoiriens ici qui font des propositions concrètes, qui peuvent travailler, qui peuvent régler certaines situations. Donc, il faut que l'État fasse confiance à ces enfants qu'il a formés ici, d'abord. Et que aujourd'hui, avec, effectivement, comme elle a dit, il faut quand même que les choses soient faciles à l'accès. Voilà. Faciliter l'accès à toutes ces documentations et surtout permettre un équilibre, un accès équitable au marché à toutes ces entreprises locales. C'est un peu cela que nous retenons. Le secteur des BTP en pleine reprise sur le continent africain, plus précisément en Côte d'Ivoire. Nous étions en train de parler, vous l'avez compris mesdames et messieurs. C'est ici que se referme cette page de Éco-Débat. Agréable suite au programme sur nos antennes.